m'asseye dans l'air. Allez, 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 tout le monde les bras en l'air. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Merci beaucoup d'ouvrir ce forum qui s'annonce très riche, passionnant. Comme les autres ont pu le dire avant, c'est vrai qu'on va entendre beaucoup de choses, on va être amené à se poser pas mal de questions. Et ce qu'Hubert nous a dit et que j'ai beaucoup aimé, c'est la profondeur des questions anticipe la grandeur des réponses. Et je trouve que c'était pas mal comme phrase pour ouvrir ce forum et voir justement les bonnes questions qu'on peut se poser. Hubert va nous témoigner de comment dans son parcours il a essayé d'unifier son travail, sa foi, sa vie de famille, ce parcours d'unification. Et le thème de ce matin, c'est oser la confiance, et donc voir aussi cette confiance qui peut rimer avec l'espérance dans l'avenir, l'espérance dans notre travail. Voilà, je laisse Quentin dire quelques mots sur... Hubert, je vais présenter rapidement ton parcours. Tu le feras bien mieux que moi, surtout sur tous les messages importants. Tu es donc marié, père de 6 enfants, dont 2 enfants que tu as accueillis. Tu as été diplômé en 1986 d'HEC, et après ce diplôme, plutôt que de rejoindre une grande entreprise, tu décides de partir en coopération au Chili. Au Chili, tu restes 6 ans, tu crées une banque de microcrédit pour soutenir les entrepreneurs qui souhaitent lancer des tout petits projets et qui n'ont pas accès au système bancaire. Après cette expérience, tu rentres en France. Tu rejoins un grand groupe industriel, le groupe Rhône-Poulenc, qui est devenu Rhodia aujourd'hui. Tu y exerces différents postes à responsabilité et tu vas notamment y évoluer un peu en Asie. Après cette expérience, tu rejoins le groupe Armor en 2004, dont tu es d'abord directeur général et tu en deviens également président par la suite. Voilà, je vais te laisser nous en dire davantage sur ce que tu as fait d'Armor jusqu'à maintenant, ce que tu comptes en faire et en quoi c'est une belle expérience. Merci beaucoup Prisca, merci Quentin. Merci à vous. En venant ce matin, j'avais une sensation très forte en moi, qui est le privilège d'être là parmi vous et de pouvoir, en témoignant aussi, recevoir qui vous êtes avec votre élan. Vous venez souvent de loin. Vous venez avec une quête, vous venez avec un désir, vous voulez réussir votre vie, et sachez que cette quête et cet élan rejaillissent sur moi et me donnent la même envie. Je remercie aussi Agnès d'avoir osé m'interpeller pour venir vous partager un petit peu de mon humble expérience. Ce que j'ai envie de vous dire d'abord, c'est que je me sens l'un de vous. Parce qu'on en parlait un petit peu avec Prisca et Quentin. Je pense que les questions que vous pouvez avoir sur quel sens trouver ou donner à votre travail sont des questions qu'on a quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, mais on continue de les avoir quand on en a 40, 45 ou 50. C'est des questions il faut espérer qu'elles ne cessent jamais, en fait. Moi, quand j'avais votre âge, j'ai l'impression que c'est il n'y a pas si longtemps, même si les années passent. En fait, il y avait 2 questions qui me taraudaient. La première, c'est est-ce que je vais rencontrer la femme de ma vie? Voilà, et comment cela va-t-il se faire? C'était une question, parfois un petit peu une angoisse en moi. Et la deuxième, c'est est-ce que je peux être heureux dans mon travail? Est-ce qu'un jour je vais trouver le travail qui m'épanouisse et me rende vraiment heureux? Voilà. C'est ces deux questions qui m'habitaient et qui m'obligeaient en fait à faire un petit peu des actes de confiance, des actes de foi. Alors on est bien sur le thème, là sur le thème d'oser la confiance. Peut-être avant d'entrer dans le partage de mon expérience, ce qui me vient, c'est de poser un peu le sujet. Parce que c'est un thème très riche et très vaste. Finalement, quel lien y a-t-il entre Dieu, entre mon travail et moi? Est-ce que Dieu se préoccuperait de mon travail? En quoi ça le concerne? Est-ce qu'il se préoccuperait de moi? Ou est-ce que c'est uniquement ma responsabilité de m'occuper de mon travail? Quelle relation finalement entre mon job et moi? Est-ce que c'est un job alimentaire ou un travail dans lequel je peux me construire?
m'épanouir, me révéler à moi-même. Puis-je avoir confiance en lui, en moi, par rapport à mon travail? Et peut-être pour lancer un peu le sujet, ce que j'aimerais, c'est vous poser une question à vous, qui me permet de voir aussi un petit peu où on est là, où vous en êtes. C'est-à-dire, ce que je vous propose, c'est de lever la main par rapport à deux questions. La première, c'est qui parmi vous ressent une pleine confiance par rapport à son avenir professionnel? Voilà, levez la main, ceux-là. Bon, voilà, il y en a certains quand même. Bon. Et la deuxième question, c'est quels sont ceux qui ont besoin d'être confortés par rapport à cette confiance? Peut-être parce qu'ils n'ont pas de travail et c'est dur d'en trouver. Peut-être parce que vous vous sentez en chemin et que votre travail ne vous satisfait pas pleinement. Peut-être parce que vous, au fond de vous-même, vous doutez que votre travail peut être source de votre bonheur et de votre épanouissement. Voilà. Peut-être cela, levez la main aussi. Bon, il y en a quand même un peu plus. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'on va travailler ensemble. Et le cadeau que je demande au Seigneur ce matin, c'est que vous puissiez repartir de ce week-end avec une confiance renforcée. Et ça va être ça mon message principalement, c'est de dire oui, vous pouvez croire que vous pouvez être heureux dans votre travail et que cette quête ne concerne pas simplement vous-même, mais que le Seigneur est avec vous dans cette quête. Dieu vous aime, Dieu nous aime chacun, et il aime notre travail, il aime nos entreprises, il aime l'économie, il aime le monde, et donc il a besoin d'avoir des acteurs qui s'engagent avec lui pour transformer le monde, et ça peut être chacun l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous. Si on pousse plus loin cette question de Dieu, mon job et moi, si on ose unifier les trois, j'y reviendrai un petit peu plus tard, se pose la question de finalement, quel est l'enjeu pour moi dans ma foi? Si j'ai la foi, est-ce que je vais vivre ma foi en dehors de mon travail parce que je considère que voilà, le travail, l'entreprise, c'est un lieu simplement d'argent, de pouvoir, de pression, c'est dur, et donc finalement, bah voilà, je dois bosser, mais c'est en dehors que je vais pouvoir m'engager dans la communauté, dans des engagements humanitaires, avec des amis, dans des pèlerinages, dans je ne sais pas quoi, des actions pour les autres. Ou est-ce que je peux oser croire que c'est dans mon travail que se joue aussi ma foi? Et que finalement, est-ce qu'il est possible d'envisager peut-être une certaine unité, une certaine cohérence entre moi-même, entre mon amour de Dieu, ma foi en Dieu, ma confiance en lui et mon travail? Et finalement, si on peut oser croire qu'il peut y avoir un lien entre les trois, se pose la question, j'appellerais très largement de la vocation professionnelle. Est-ce que j'ose croire que mon travail peut être de l'ordre d'une vocation professionnelle? Est-ce que, comme disait Agnès tout à l'heure, est-ce que j'ose croire que peut-être le Seigneur m'appelle à exercer tel ou tel travail, telle ou telle profession? Et pourquoi? Voilà. Et peut-être ce thème d'oser la confiance, je le situerais par rapport à ça. C'est-à-dire de croire que je peux faire confiance à Dieu. Le mot confiance est foi. Vous savez, fides, foi, confiance, fidélité, c'est la même origine. Finalement, oser la confiance, est-ce que c'est pas miser ma foi dans mon travail? Voilà. Alors, cette introduction étant faite, ce que je propose, c'est de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'Armor, qu'est-ce que je fais dans l'entreprise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'accueille ma responsabilité d'aujourd'hui comme la réponse du Seigneur à tout un chemin, tout un parcours, parce que je me sens profondément heureux dans ce que je fais, je me sens profondément à ma place. Tous les matins, quand je me lève, j'ai un grand bonheur, et qui est partagé avec mes équipes, et je pense qu'ensemble, on arrive à construire quelque chose qui nous plaît. Mais je réalise aussi que cette joie d'aujourd'hui, elle est le fruit de tout un chemin qui n'a pas été que facile. C'est-à-dire qu'il y a eu des passages parfois difficiles, des angoisses, des pas de foi, des risques, et ça continue, c'est jamais fini, encore aujourd'hui. Et donc, dans un deuxième temps, ce que peut-être je vous propose, c'est de vous dire un petit peu quelles ont été les étapes clés de ma vie
qui m'ont construit vers cette plus grande unité, cette plus grande cohérence. Non pas parce que ma vie est un exemple, et surtout je vous demande de ne pas le prendre comme un exemple, mais l'idée c'est que ça vienne réveiller chez vous peut-être des invitations ou des idées sur voilà, qu'est-ce que ça vous donne envie de faire, peut-être quels sont les pas de confiance que ça vous donne envie de poser en vous et en Dieu. Alors, Armor, Quentin a expliqué un petit peu, c'est ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, c'est-à-dire une entreprise qui a une taille de un chiffre d'affaires à peu près de 230 millions d'euros par an. Nous sommes 2000. Une ETI, c'est un peu, on dit souvent, c'est comme je voyais un Allemand parmi nous, on parle un peu le Mittelstand allemand, on en parle beaucoup, mais en France, on voit bien que ce Mittelstand allemand est une très grande force pour l'Allemagne. Il y a beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire. Il n'y en a malheureusement pas assez en France. Sachez qu'il y en a à peu près 3 fois moins qu'en Allemagne, 2 fois moins qu'en Angleterre et 2 fois moins qu'en Italie. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs qui fait que peut-être on est un peu à la traîne sur les emplois, parce que c'est ces entreprises intermédiaires qui font le lien entre les grands groupes et les PME. Voilà. Et donc Armor est l'une de ces ETI. En ce sens-là, c'est vrai que je suis convaincu qu'il faut plus d'entreprises industrielles de ce type-là. Voilà, nous sommes 2000. Armor est une entreprise qui est spécialisée historiquement dans les consommables d'impression, dans 2 domaines. Nous faisons des cartouches d'impression jet d'encre et laser pour entreprises notamment. Et puis nous faisons ce qu'on appelle des rubans transfert thermique d'impression qui impriment des informations variables sur les chaînes de production. Il y a plusieurs ingénieurs ici, ils savent, je pense, de quoi je parle. C'est toute l'identification numérique des objets dans la chaîne de production, et ça passe notamment par l'impression des dates de péremption sur emballage ou des étiquettes code barre. Voilà. Je suis arrivé chez Armor en 2004, comme le disait Quentin. À cette époque-là, nous étions numéro 3 mondiaux dans ce domaine, et aujourd'hui nous sommes numéro 1 mondial. Donc petite entreprise, mais leader sur une niche. Quand vous voyez une étiquette code barre, que ce soit sur le saumon frais que vous achetez au supermarché, sur votre bouteille de vin, ou quand vous ouvrez la batterie de votre portable, il y a des codes barres, une étiquette dedans, ou quand vous allez vous faire prendre faire une prise de sang sur le tube qu'on vous donne, sachez qu'à peu près un peu plus d'1 sur 2 en Europe et 1 sur 3 dans le monde est imprimé par un consommable fabriqué par Armor. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. L'entreprise a subi toute une transformation depuis 10 ans en misant fortement sur le développement durable et sur l'innovation. Et notamment, nous lançons aujourd'hui 2 nouveaux projets plus tournés vers les énergies renouvelables et la transition énergétique. L'un consiste à fabriquer ce qu'on appelle des films minces et souples, solaires organiques, photovoltaïques organiques de 3e génération, c'est-à-dire aujourd'hui, vous connaissez les panneaux solaires, c'est la première génération, qui sont des panneaux rigides, qui sont tout à fait adaptés pour certaines applications, mais qui pèsent un certain poids, puisque c'est à peu près, ils pèsent 8 kg du mètre carré. Les films minces et souples pèsent 300 grammes, sont souples, et donc permettent d'appliquer des films photovoltaïques sur des tas d'applications, par exemple sur des tentes quand on va à la montagne, sur des sacs à dos, sur des stores, sur des pylônes pour en faire des bornes lumineuses, sur des équipements de transport. Peut-être un jour pourront permettre d'apporter une part de solution au problème de l'énergie dans les pays en voie de développement qui n'ont pas accès à l'électricité, puisque l'idée c'est de se connecter directement au soleil. Donc ce sont ce que je dis souvent des pelles à soleil. On ramasse l'énergie donnée gratuitement par le soleil pour qu'on puisse restituer directement aux utilisateurs. Et puis un autre projet sont les films pour batteries électriques, ce sont des collecteurs de courant enduit qui permettent de baisser la résistance des batteries électriques. Et là, ça répond à un enjeu fort, c'est le développement de tout ce qui est, par exemple, véhicules électriques, tout ce qui est batteries stationnaires, etc., qui ont besoin de plus de fiabilité, plus de performance. Voilà en gros ce que fait Armor aujourd'hui. Et puis, ce que nous essayons avec l'équipe, c'est de construire un management par la confiance où l'homme a sa place. Alors c'est des belles paroles, mais c'est à construire tous les jours. Ça implique quoi ? Ça implique notamment un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux. Je pense que ça n'a pas été toujours comme ça, mais nous avons
nous avons pu établir une paix sociale et une co-construction avec les partenaires sociaux, avec les syndicats. Deuxièmement, par exemple, nous avons créé une université au sein du site industriel. Donc sur les 2000 personnes, il y a 700 personnes à Nantes, donc 450 sur le site industriel, et une université qui permet aux opérateurs, qui souvent avaient un travail manuel, de devenir pilotes de machines robotisées, et donc de grandir avec la transformation de l'entreprise pour que, petit à petit, il acquiert une formation. Ça peut être Bac Pro, CAP Pro, BEP Pro, et donc gravissent les échelons d'entreprise et se développent. Et puis nous avons aussi voulu donner une place aux personnes ayant un handicap dans l'entreprise. Donc il y a à peu près 40 personnes qui ont un handicap. Et nous nous sommes notamment spécialisés dans l'accueil des sourds et muets, avec 5 personnes par exemple sur le site industriel qui sont formées au langage des signes, et qui fait que quand je vais sur le site ou quand il y a des visites sur le site, personne ne se rend compte qui entend ou parle et qui est sourd et muet, puisqu'en fait tout le monde travaille exactement de la même façon. Voilà, c'est quelques petits exemples. À Singapour, par exemple, là où j'ai oublié de dire, nous sommes présents dans 24 pays du monde, sur les 4 continents. À Singapour, par exemple, nous avons fait un partenariat avec la prison de Singapour pour accueillir les détenus, les ex-détenus qui sortent de prison, qui ne trouvent pas de travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à bénéfice réciproque, parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup de turnover. C'est pas si facile de trouver des ouvriers. Donc par ce partenariat, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les ex-détenus trouvent un travail et sont honorés et touchés qu'on fasse confiance en eux. Et également, ça nous permet, parce qu'il y a cette reconnaissance, de construire des relations de long terme avec les opérateurs. Et voilà, c'est vraiment chouette. Voilà un petit peu pour Armor. Alors, concernant le parcours finalement, quel a été le chemin? Vous allez voir que c'est un parcours extrêmement divers, et c'est peut-être mon premier message, c'est que parfois, enfin en tout cas c'était mon cas, j'attendais souvent des réponses de Dieu un peu directes. En fait, mon rêve, c'était de me réveiller un matin et d'avoir écrit sur le mur de ma chambre ce que je devais faire. Voilà, la réponse de Dieu à tes prières, c'est ça, tac, tac, tac. Bon. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. C'est en fait souvent des tirages de bord. Bon, le thème aujourd'hui, c'est un peu la mer. Hein, donc, on voit qu'on va d'un point à un autre, on n'y va jamais tout droit, mais on y va en tirant des bords. Et quand je regarde ma vie, ça a vraiment été ça. Donc, il y a une première étape de ma vie qui a été la recherche de mes études. Qu'est-ce que je voulais faire? Je ne savais vraiment pas, d'ailleurs, jusqu'à... Je suis rentré en prépa dans une option, j'ai changé, j'en ai fait une autre. Bon, finalement, j'étais vraiment perdu par rapport à ça. Finalement, j'ai fait des études de gestion et de commerce, mais avec cette... j'allais dire, j'avais vraiment cette... Enfin, je peux dire sans honte que j'étais angoissé. J'étais angoissé par qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. C'était une question qui me taraudait. Je me dis, ok, je fais des études, mais quel sens ça a? Et est-ce que c'est pour gagner plein d'argent? Est-ce que c'est ça qui va combler ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et je dirais un petit peu, de façon mystérieuse, j'ai été conduit quand j'avais 18 ans, donc juste avant la prépa d'ailleurs, à faire une retraite, et où là j'ai vécu une expérience, ce que j'appelle ma conversion, même si je viens d'une famille chrétienne. J'allais à la messe plutôt par fidélité à l'esprit familial, on va dire, mais il y a un moment, je commençais à me demander, mais en quoi, enfin voilà, est-ce que j'ai une relation à Dieu? Et finalement, je me rendais compte que j'étais plus un ritualiste que d'avoir une relation personnelle. Et pendant cette retraite, le prêtre qui l'animait, à un moment, nous a dit cette phrase: est-ce que vous savez que Dieu parle? Dieu parle. Oui, il parle, mais il faut l'écouter. Bon, ça a été le premier choc. Deuxième choc, il a parlé du père de Foucault, et il a raconté que le Charles de Foucault, quand il a un peu dans sa crise de vie, a défié Dieu. Quelque part, il a défié en lui disant: mon Dieu, ou Dieu, si tu existes, manifeste-toi à moi.
et moi, je ne me suis pas posé de questions, j'ai pris au sérieux ce truc-là. Je suis allé sur une montagne et j'ai crié vers Dieu, « Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi. » Et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. C'est que j'ai été enveloppé de l'amour de Dieu de façon tellement étonnante que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je tremblais, je ne pouvais plus parler, bon. Et cela pendant plusieurs heures, à tel point que les amis avec lesquels j'étais été, quand je suis revenu à 3h ou 4h du matin dans la chambre, m'ont dit « Mais Hubert, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as plus la même tête. » Bon. Et il s'était passé quelque chose. C'est je pense, cette phrase de saint Paul dans l'Épître aux Galates. Il s'est livré pour moi, quoi. C'est comme si le Seigneur c'est le regard du jeune homme riche. Il le regarda et il l'aima. C'est ça que j'ai vécu. Je regardais l'icône du Christ au-dessus. Il a ce même regard d'amour. Voilà. Il le regarda, il me regarda et il m'aima. À partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. J'avais fait un choix de prépa parce qu'on me disait qu'il fallait que je fasse telle prépa ou telle carrière parce que c'était ce qu'il y avait de mieux. Mes profs, mon entourage. Je suis revenu de cette retraite, j'ai changé d'orientation pour faire le choix qui me correspondait à moi, en fonction de qui j'étais. Finalement, ça a été mon premier acte de vraie liberté. Et j'ai pu le faire parce que le Seigneur m'a libéré du regard des autres et de l'envie d'être le meilleur pour le meilleur. Voilà, ça a été le premier acte fondamental. Le deuxième, c'est quand j'étais en école de commerce, j'ai choisi une option internationale. J'ai étudié à New York. Et à ce moment-là, c'était en 1985. C'était pas le New York d'aujourd'hui, c'était un New York sale. C'était un New York où il y avait beaucoup de pauvreté visible dans la rue. J'étudiais la finance internationale. Je me rappelle, sur la première page de mon livre de finance, il y avait écrit « L'objectif de l'entreprise est de maximiser le profit de ses actionnaires. » L'objectif de l'entreprise est de maximiser le profit de ses actionnaires. Et voilà, je travaillais pour ça. J'habitais dans une famille riche de New York. Je revenais le soir. Le matin, quand j'ouvrais la porte, il y avait les enfants de cette famille riche qui revenaient de fiesta, un peu bourrés avec de la drogue, etc. Et puis je butais sur un pauvre mendiant qui était par terre. C'était cette contradiction. Je me disais, mais quel est le sens de ma vie par rapport à ça? À quoi me servent mes études de gestion? Il y a beaucoup de médecins parmi vous, j'enviais les médecins. J'avais une envie, à un moment je me suis dit, mais je me suis peut-être trompé, parce qu'au moins les médecins, ils peuvent faire des choses pour les autres. Mais quand on a fait des études de gestion, comment on peut faire des études pour les autres? Comment on peut faire des choses pour les autres? Et puis, un peu dans cette quête, et à nouveau cette angoisse, à nouveau cette crise de sens, j'ai cherché, et c'est comme ça que j'ai rencontré les sœurs de Mère Teresa dans le Bronx. Bon, je ne vais pas m'étaler longtemps, mais ça a été une rencontre fondamentale, notamment quand c'était 85, c'était le début de la maladie du sida, et tout le monde en avait peur. Et j'ai eu cette chance, quelques moments, de rencontrer Mère Teresa qui m'a interpellé. Il m'a dit Dieu est mort, Jésus est mort pour toi, et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Enfin, en gros, c'est ça que ça voulait dire. Bon, ça m'a pas mal secoué, et elle m'a dit pourquoi tu ne vas pas nous aider à construire la maison des sœurs de Mère Teresa pour les jeunes qui ont le sida et servir la soupe populaire. Et ça a été, j'ai vécu pendant quelques mois un peu cette double vie, on va dire. Je me levais à 6h du matin, j'allais servir la soupe populaire, rendre visite à des jeunes malades du sida, et puis ensuite je me changeais, j'allais à côté de Wall Street, à New York University, faire mes cours de finance internationale. C'était le grand écart. Mais j'étais heureux parce que je percevais que je commençais à me rendre utile aux autres et que finalement c'est ça qui m'apportait une très grande joie. À tel point que quand j'ai quitté New York, je me revois encore marchant dans les rues du Bronx. Là encore, c'était pas le Bronx aujourd'hui, il y avait des voitures brûlées sur le côté, des gens qui étaient dans des immeubles abandonnés, c'était dangereux.
je me revois marchant dans New York en me disant, mais en fait, tu n'as pas décidé de changer, tu as changé. C'est comme à mon insu, je me rendais compte que je n'étais plus le même. Toute ma vie était tracée. Tradition familiale oblige, j'avais prévu de faire mon service militaire comme officier de réserve, etc. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais pourquoi? Où est-ce que le Seigneur t'attend? Et c'est là qu'a germé le désir de vivre ce qu'on appelait une coopération à l'époque, différente. Et de me dire, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de poursuivre cette expérience en mettant ma formation de gestion au service des autres et notamment des plus pauvres, peut-être en lien avec ma foi. Donc voilà, on est en plein dans la question. J'ai cherché longtemps. Ça n'a pas été facile. J'avais des propositions pour être professeur de latin dans la brousse en Afrique. C'était super pour ceux qui aiment le latin et qui sont profs, mais moi, c'était pas mon... Encore une fois, j'aime beaucoup le latin, hein, mais c'est pas ça. Mais, je trouve que c'est utile. Mais c'était pas là où je percevais que je pourrais donner le meilleur et surtout ma formation. Ou alors il y avait des coopérations pour aller travailler dans une banque en Asie, etc. Mais là, je ne voyais pas comment j'allais mettre au service des autres. Et puis un jour, aussi de façon étonnante, par le hasard d'une rencontre, on m'a proposé de partir pour le Chili, donc au service d'une banque de développement qui avait été créée à l'initiative du cardinal de Santiago pour développer la petite entreprise et le logement social. C'est comme ça qu'à 4, dont le frère d'Agnès, nous sommes partis. On a créé cette copée de rien, on a dû la négocier avec le ministère des Affaires étrangères, on a été hébergé par la délégation catholique pour la coopération et finalement on a créé notre coopération et on est parti à 4. Comme ça, c'était le Chili en 86. Ceux qui s'en rappellent, le Chili de 86, c'était pas le Chili d'aujourd'hui non plus, c'était le Chili du général Pinochet. Et donc à l'époque, on était, je pense, parmi les tout premiers qui partaient au Chili. Je me rappelle la peur de mes grands-parents qui me disaient t'es fou, tu risques ta vie. Les camarades de l'école nous disaient mais attendez, vous êtes complètement cinglés d'aller faire de l'humanitaire. À l'époque, c'était pas du tout dans la mode de partir en copée humanitaire. Et donc on a un petit peu risqué et on est parti. Et là, ça a été le début d'une aventure extraordinaire, mais à nouveau pas facile parce que nous sommes arrivés dans cette banque de développement. Moi, je croyais que c'était une banque en plein dans les quartiers pauvres, mais en fait, pas du tout. C'était une banque dans le centre de Santiago, dans une grande tour. Je travaillais dans un bureau et finalement, les pauvres, les personnes pauvres, je ne les rencontrais pas. Nouvelle crise, nouvelle question. Je ne suis pas venu pour ça. Nouvelle recherche. Et c'est ça qui m'a poussé petit à petit finalement à rencontrer autre chose. Et un peu je dois dire par la grâce de Dieu, et dans cette quête, j'ai été mis en contact avec un centre de réhabilitation de jeunes drogués, de jeunes qui voulaient sortir de la drogue, et qui a été finalement ma deuxième famille au Chili. J'allais passer mes week-ends. Petit à petit, j'ai négocié avec la banque d'avoir une journée libre, une après-midi, puis une journée pour aller visiter les jeunes mineurs à la prison de Santiago, pour aller passer du temps avec eux. Au début, je croyais que c'était moi qui allais les aider. En fait, petit à petit, j'ai compris que c'était exactement l'inverse. Puisque ces jeunes avaient une humilité, une transparence pour montrer leur vie telle qu'elle était. Je me rappelle une séance, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont tous raconté ce qu'ils ont fait, parfois certains des meurtres, d'autres des vols, toutes sortes de choses. Et je les vois à la fin me dire « Et toi ?» Et vous riez, mais ça a été extrêmement libérateur pour moi, parce que j'ai pu partager des choses de ma vie que je n'avais jamais dites à personne. Mais le regard était un regard tellement non jugeant que ce qui, pour moi, était des choses que je cachais parce que j'en avais peur ou elles me faisaient honte, devenait finalement source presque de rigolade, tellement je sentais, et eux me disaient, mais c'est que ça? C'est que ça? Mais attends, viens, on va jouer au foot, maintenant t'es notre frère. Voilà. Et ça a été une expérience vraiment fondamentale dans ma vie. Et c'est grâce à eux, en allant parfois rechercher l'un de ces jeunes qui étaient retombés dans la drogue, et que j'ai pu découvrir leur quartier, et que j'ai découvert notamment que certains jeunes tombaient dans le vol et la prison parce que leurs parents n'avaient pas de travail, et qu'il y avait un lien direct entre économie et sortir de la drogue, par exemple, ou sortir de la prison. Et c'est comme ça qu'avec un ami, on a
découvert notamment l'existence de la Grameen Bank au Bangladesh, de Mohamed Yunus, qui à l'époque n'était pas très connu, qui est devenu prix Nobel de la paix aujourd'hui, fondateur du microcrédit, et qu'en lien avec lui, nous avons démarré une des premières banques de microcrédit au Chili, banque qui existe toujours, qui a permis aujourd'hui, qui a dû développer à peu près 50 000 entreprises et créer 100 000 emplois avec peut-être 5 millions d'euros d'apport. Donc si vous faites le calcul, c'est pas cher de l'emploi. Voilà. Alors ça a été une expérience un peu fondatrice pour moi. Et à nouveau, voilà, je parlais du tirage de bord. Il y a eu ce moment où c'est étonnant parce que je sentais quand je suis parti au Chili, j'ai entendu cet appel pars vers le pays que je te montrerai. Donc quitte ton pays. Et puis au bout d'un certain temps, quelque part, cette banque commençait à avoir du succès. Il y avait la presse qui venait, la télé qui venait, etc. Et j'ai senti en moi que petit à petit, je me retrouvais emprisonné dans une certaine image de celui qui fait des choses très bien, etc. etc. J'avais 28 ans, 29 ans. Au passage, ça c'est une chose à dire, j'ai rencontré Marianne, mon épouse, là-bas, qui est belge, rencontrée au Chili, et on s'adore. Ça c'est super. Ce que je veux, peut-être un petit témoignage pour vous, par rapport, parce qu'il y en a certains peut-être qui se sentent appelés à franchir des pas, par exemple pour les autres, ou bon, mais qui se disent ouais, mais si je pars, je risque énormément pour ma vie personnelle, etc. Moi, c'était mon cas. Quand j'ai ressenti quand on m'a proposé de partir au Chili, ma plus grande peur, c'était de dire oui, mais enfin, si je pars, je suis parti à 22 ans. Si je pars plusieurs années. Si je dois rencontrer la femme de ma vie, je prends des sacrés risques. Parce que bon, j'avais pas tellement envisagé d'épouser une Chilienne a priori, et donc c'était, je me dis ça y est, je suis foutu quoi. Et je me rappelle, j'en avais parlé à un prêtre qui m'accompagnait et qui m'a dit, mais tu sais Hubert, si c'est le Seigneur qui t'appelle, il prendra soin de toi dans tous les aspects de ta vie. Voilà, et ça, j'aimerais vous laisser cette phrase parce que ce dont je peux témoigner, c'est que c'est vrai. J'ai risqué ma vie professionnelle, beaucoup de gens, parce qu'en fait, je suis parti 2 ans, pour 2 ans, mais je suis resté 7 ans. Donc je recevais sans arrêt des messages de dire « Hubert, reviens, attention, ta carrière, va en subir les conséquences. 2 ans d'humanitaire, c'est bien, mais 7, c'est dangereux. Par rapport à ton CV, attention, bon. » Et en fait, quand je regarde, le Seigneur m'a béni parce que quand je suis revenu, c'était en 93, c'était déjà une crise économique à ce moment-là, c'était pas facile. Il m'a été offert un job qui était mieux que ce que j'aurais fait si j'étais resté 7 ans dans un grand groupe. Et puis j'ai rencontré ma femme et je pense que quand je lui dis souvent que si j'étais resté, je pense que je ne l'aurais jamais rencontrée. Voilà, donc oui, le Seigneur a pris soin de ma vie. Et en posant ces actes de confiance, finalement, le Seigneur a répondu. Alors, je reviens un petit peu sur cette étape aussi du Chili, parce que ça a été important. Il y a un moment où le Seigneur m'a invité à quitter. C'est à nouveau le tirage de bord, c'est-à-dire que, voilà, il y a eu un moment, il y a eu cette réponse, et quelque part, moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé la réponse de ma vie entière. En me disant, mais voilà, le projet de microcrédit, c'est génial. Je vivais totalement l'unité entre mon job, moi et Dieu. On avait même créé un oratoire dans la banque. On priait le matin avec l'équipe. Enfin, on a vécu des moments absolument extraordinaires avec les gens des Poblaciones. Il y a une trentaine de jeunes Européens qui sont venus nous rejoindre, dont la vie a été transformée. Enfin, ça a été un peu... Enfin, je ne pouvais pas rêver mieux. Et pourtant, à un moment, le Seigneur m'a dit, voilà, il est temps que tu quittes. Alors ça s'est fait un peu durement aussi, parce que moi, j'ai eu une hépatite virale. Marianne, ma femme, a eu un accident de voiture très grave. On s'est retrouvés tous les deux rapatriés en France. Impossible de revenir. Et alors que la question était déjà là, en fait, on a eu la preuve que le temps était venu, puisque l'équipe s'est prise en main, l'équipe chilienne, et a repris en main le projet. Et finalement, de cette épreuve, on s'est fiancés, on s'est mariés à Bruxelles, et puis on est reparti ensemble pendant 1 an, mais en annonçant, en repartant, qu'on était là pour accompagner le projet, mais qu'on repartirait 1 an après.
Et je pense que ça a été clé parce que ça nous a montré que parfois, quand on quitte certaines responsabilités, en fait, le Seigneur agit et que c'est peut-être plus fécond que de s'accrocher en croyant qu'on est le seul à pouvoir les mener. Et ça, c'est un passage pas évident quand on croit qu'on a trouvé ce qui nous correspond. Quelque part, on n'a pas envie de le quitter. Et dans la vie avec Dieu, bien, il y a des invitations intérieures fortes parfois à dire lâche prise, fais-moi confiance jusqu'au bout, dans une situation où tu ne retrouves que moi, et quelque part toute la richesse que tu as créée autour, eh bien, je te demande de me la remettre. Voilà, ça a été mon cas. Je suis revenu en France, épreuve difficile de retrouver du travail, et cet appel, c'était « Est-ce que tu acceptes de redevenir un homme comme un autre, au milieu de toute personne, dans un job où il n'y aura plus les caméras, il n'y aura plus la presse, il n'y aura plus des choses extraordinaires, tu vas apprendre un job ». Et pour moi, c'était apprendre un job de marketing industriel. Donc j'ai commencé comme responsable marketing vente, et puis responsable d'un centre de profit en France, de produits chimiques industriels, donc rien à voir avec le microcrédit, dans une multinationale, Rhône-Poulenc. Et puis un jour, nouvel appel qui passe par l'entreprise, nouvelle invitation. Voilà, est-ce qu'on te propose de prendre un poste au Japon ? Est-ce que tu acceptes de partir avec ta famille ? On demande de répondre dans les 24 heures. Marianne mon épouse était en vacances, j'étais à Lyon à ce moment-là, on a dû décider au téléphone. Voilà, nouvel acte de foi. À ce moment-là, j'avais une image du Japon d'extraterrestre. Bon, et en fait, ça a été un moment extraordinaire de découvrir une autre culture, un autre mode de fonctionnement. Et puis au bout de 2 ans, nouvelle invitation. Est-ce que vous acceptez de partir pour Hong Kong pour vous occuper de l'expansion d'une division de Rhodia, Rhône-Poulenc-Rhodia, pour l'Asie-Pacifique? Et paf, nouveau départ, à nouveau quitté. C'était dans les début des années 2000, l'ouverture de la Chine. C'était extraordinaire de pouvoir négocier avec les secrétaires du Parti communiste chinois des différentes provinces le rachat d'entreprises, avoir changé mon point de vue sur les Chinois, de voir qu'ils étaient très pragmatiques et beaucoup plus ouverts au business que l'image que j'en avais. Et ça a été l'occasion de transformer des entreprises chinoises, de mettre du développement durable, de remettre du respect des salariés, de remettre de la qualité. Voilà, expérience passionnante. À nouveau retour en France pour prendre la direction des ingrédients pharmaceutiques du groupe Rhodia, donc une direction d'entreprise qui était un petit peu ce à quoi j'aspirais finalement. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ça a été une période en fait très difficile parce que j'étais sur le papier responsable d'une entreprise, d'un grand groupe, mais finalement je trouvais que j'avais très peu d'autonomie parce que les relations avec les banques étaient faites par la direction financière, les relations avec les syndicats étaient faites par le département des relations sociales, parce que dès que j'avais une idée de marketing, il fallait que ça passe au comité marketing du groupe et que voilà, qu'il y avait plein d'étages de décision. Et puis il y avait des jeux politiques. Et en fait, une relation pas facile avec mon patron de l'époque, un peu de défiance. Je me sentais souvent pas reconnu dans ce que j'étais. Et même si j'essayais de donner le meilleur, je souffrais en fait parce que c'était jamais assez bien. Toujours beaucoup de pression. Finalement, la décision a été prise à un moment de faire bouger toute mon équipe aux États-Unis, même si on n'avait plus d'usine, mais c'était pour un jeu politique d'un patron qui voulait rassembler mon activité avec la sienne pour être plus fort dans l'organisation. Ce à quoi je me suis opposé parce que il n'y avait aucune cohérence stratégique. Tous nos clients étaient en Europe, nos usines étaient en Europe et en Asie. On fermait les usines américaines. Bon. Et finalement, j'ai été licencié pour divergence stratégique. Voilà, donc nouvelle épreuve, nouveau vide, qu'est-ce que je vais faire? J'avais 40 ans. Nouvelle relation et nouvelle occasion de me tourner vers Dieu et de dire, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu me proposes? Et j'allais dire de petits pas de confiance en petits pas de confiance. Aussi de ce qui avait été atteint en moi à ce moment-là, c'était ma confiance que je pouvais être dirigeant d'entreprise, puisque en fait c'est ce que le patron que j'avais insinuait que j'étais pas capable de l'être. Et ça m'avait blessé, ça m'avait atteint.
Et petit à petit, j'ai pu identifier qu'est-ce qui était juste et qu'est-ce qui ne l'était pas, corriger, enfin reprendre comme challenge de progrès ce qui était juste, mais aussi corriger ce qui ne l'était pas, et reprendre confiance en moi et pouvoir affirmer un moment, oui, non seulement je suis capable d'être dirigeant d'entreprise, mais je suis fait pour ça. Et c'est là où le Seigneur m'attend. Et ça a été, ce pas-là a précédé le fait d'avoir l'offre d'Armor. Ça aussi, je pense qu'il est important, c'est-à-dire qu'il y a des pas intérieurs souvent qui précèdent les opportunités. Et ce qui fait que quand l'opportunité de diriger cette entreprise industrielle Armor est venue, en fait, j'étais préparé. Non seulement je l'ai accueilli avec joie, mais je sentais que c'était mon heure et je l'ai reçu comme l'appel du Seigneur pour moi. Et tout ce qui s'est passé après, que je vous ai dit au début, c'est finalement le fruit de ça. C'est cette conviction que je suis appelé là où je suis, que je suis à ma juste place, et que c'est pour ça qu'il y a une fécondité. Je suis arrivé chez Armor, l'entreprise n'allait pas bien, les résultats étaient négatifs, une activité, celle des cartouches d'impression, était en tel déficit que 800 emplois étaient en jeu. Les banques et les investisseurs disaient, mais finalement la seule solution, c'est de fermer cette activité. Et au fond de moi-même, j'ai senti que je n'étais pas venu pour ça. Enfin, je me rappelle une rencontre d'un investisseur qui voulait acheter l'entreprise, qui a dit, écoutez, voilà, je veux acheter l'entreprise. Bon, maintenant, c'est clair, il y a une upside, comme on dit. L'upside, c'est une synergie positive qui permet de créer plus d'argent, plus de valeur, qui consisterait à fermer l'activité déficitaire, et comme ça, d'un seul coup, les résultats remontent. Et je me revois lui dire encore à ce moment-là, oui, c'est vrai, vous avez raison sur le papier. Il y a une seule chose qui ne va pas dans votre raisonnement, c'est que je ne suis pas venu pour ça. Et bien sûr, j'avais l'appui des actionnaires familiaux dans ce que je disais. Je dis, je ne suis pas venu pour ça. Si je suis venu dans cette entreprise, ce n'est pas pour fermer ce qui ne va pas, c'est pour transformer ce qui ne va pas en quelque chose qui va bien et sauver les emplois qui vont avec. En tout cas, c'est ça qui me motive. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait avec l'équipe. Je me souviens, quand je me promenais dans les ateliers, les gens me disaient, Monsieur de Boisredon, on y croit, hein. On y croit, vous pouvez compter sur nous. Et moi, je me disais, je n'ai pas le droit de décevoir. Je n'ai pas le droit de décevoir cette attente. On va y arriver ensemble. Et c'est là où on a changé le business model. C'est là où on a décidé de faire des cartouches, par exemple, remanufacturées, c'est-à-dire qui respectent la matière. Donc, on permet de réutiliser les cartouches laser. Enfin, je ne vais pas m'étaler longtemps là-dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais sachez qu'en gros, il y a 120 millions de cartouches laser qui sont vendues en Europe, c'est 120 000 tonnes de matière. Il y en a à peine 20% qui sont remanufacturées, ça veut dire qu'il y a 100 000 tonnes de matière qui sont tout simplement perdues, soit jetées dans les décharges, en poubelle, incinérées, broyées de façon pas géniale. Et que donc il y a un enjeu pour la planète aussi d'associer les entreprises pour que ces cartouches soient recyclées, soient réutilisées. Il est tout à fait possible d'en faire des cartouches de qualité. Enfin, voilà. Donc de cette conviction-là, on a créé tout un modèle, on a créé une marque, on a créé des services. Et petit à petit, cette partie de l'entreprise qui était très déficitaire, on a remonté les échelons, on est repassé en positif. Aujourd'hui, elle gagne de l'argent. On est en dynamique positive et on a pu sauvegarder les emplois, dont notamment les 200 emplois concernés à Nantes. Voilà. Bon, je vais pas m'allonger trop. J'ai juste ce que je souhaitais quand même, c'était à partir de là vous partager quelques convictions. Oui, la première, c'est que je pense que vous avez une chance incroyable de pouvoir réfléchir à ces questions à votre âge. Enfin, c'est un atout extraordinaire, profitez-en. La deuxième, c'est que chacun d'entre vous est important pour la société. On a tous l'aspiration que le monde se transforme, mais ça se fera par nous. Dieu ne peut rien sans nous. Et donc, voilà, chacun vous êtes important pour ça, osez y croire. N'ayez pas peur des difficultés, des doutes, des traversées de désert, parce qu'elles portent en elles les solutions de demain et peut-être la nouveauté qui vous attend. Même si c'est difficile, je suis conscient que ce que je dis pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui ne sont pas heureux dans leur travail, peut-être c'est difficile, mais ayez confiance.
Pour ceux qui travaillent et qui se demandent à quoi finalement est-ce que je suis vraiment utile, dites-vous où que vous soyez, quel que soit le niveau de responsabilité que vous avez, il y a toujours des marges de manœuvre. Il y a toujours des marges de manœuvre. Dans la façon même de sourire aux personnes qui sont avec nous, de les considérer, de bien faire son travail, de porter un regard positif sur l'entreprise et sur les gens, parfois d'exister et de dire qu'on n'est pas d'accord, il y a toujours une marge de manœuvre. Voilà, visez haut et grand. N'ayez pas peur d'envisager votre vie pour que ce soit une vraie vocation. On parle des vocations religieuses et c'est bien, il en faut. Il faut prier pour ça. Mais il y a aussi toutes les vocations des laïcs baptisés. On est appelé à quelque chose de grand, c'est-à-dire on est appelé à pas moins qu'être fils de Dieu, c'est-à-dire à œuvrer comme lui et avec lui pour créer ce monde nouveau, pour créer cette humanité nouvelle qui est imprégnée des valeurs de l'Évangile.